Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'accompagner la première session du séminaire Objets partagés, démarches croisées, qui est donc une poursuite des rencontres recherche et création, organisées donc par l'ANR, le Festival d'Avignon et avec l'IEA pour cette journée. Alors ces rencontres, elles reposent sur une mise en résonance de la pensée des œuvres avec la recherche et de la recherche avec la création des artistes. Et donc, on va s'attacher pendant cet après-midi, alors en essayant d'étaler le temps, et en contretemps, mais tout en respectant effectivement les contraintes qui s'imposent à nous. Mais je crois qu'on a assez d'espace pour s'entendre. Donc, essayer de situer justement ces accords, ces résonances entre recherche et création, ces dialogues, pour mieux les comprendre, pour aussi chercher à les développer, peut-être aussi chercher à identifier les dissonances qui sont justement elles aussi possiblement créatives. Alors, je vais pas garder la parole plus longtemps. La session de 2 heures, elle est organisée, comme vous pouvez le voir sur vos programmes, en quatre sous-sessions, on pourrait dire. Je vais en un mot à chaque fois présenter les 2 intervenants. On verra un extrait. Et ensuite, on aura un moment d'échange et d'intervention entre les intervenants avant de passer à une discussion, un débat avec la salle. Donc, encore une fois, vous êtes invités à intervenir. Alors, la première session, elle s'intitule donc « Changements environnementaux et climat, de la modélisation à la représentation sensible » et sont donc avec nous pour en parler, Frédéric Ferrer, qui est auteur, acteur, metteur en scène et géographe. Il est là alors qu'il est en pleine COP. Alors, c'est pas la COP 25, mais c'est une coopérative artistique qu'il mène là sur presque un mois à la Maison des Métallos, et dont il va nous parler dans quelques minutes, où justement s'alternent ou se succèdent des spectacles qui sont des investigations et des cartographies. Benjamin Sultan, lui est chercheur à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement. Il est spécialiste du climat, des conséquences du changement climatique, en particulier en Afrique de l'Ouest. On peut tout de suite voir l'extrait. Insulaire en développement souhaite vraiment insister sur le fait que le Vanuatu est hostile à toute mention d'une température et d'une ambition en termes de température qui soit supérieure à 1,5 degré. Nous voulons vraiment rester sur l'objectif de 1,5 degré. On voudrait quand même dire que si la température dépasse 1,5 degré, c'est la fin de nos États. Hein. C'est la fin de ces îles et c'est la fin de nos États. C'est la fin de l'endroit où j'ai vécu, de ma maison. C'est la fin de millions, de milliers, de centaines de milliers, peut-être de millions, parce qu'il n'y a pas que le Vanuatu, de millions de personnes qui sont concernées par l'élévation des niveaux marins. Donc on ne peut pas... le Vanuatu est hostile au-delà de 1,5 degré. Merci beaucoup, voilà. Vanuatu, merci. Oui, merci. Pardon pour... Non, mais surtout, Georges, tu n'hésites pas à me recontacter si tu veux intervenir de nouveau. Hein. Voilà, merci Georges. Beaucoup. Merci. Non, merci à toi, on est tous avec toi, Georges. Vraiment, à Shanghai. À Shanghai, Georges, bon courage, Georges, on est vraiment avec toi. Merci. Voilà. Bien, alors mes amis, reprenons. Oui, Union Européenne. Oui, merci Président. Alors, je vais parler au nom de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Oui, Iran. L'objectif de l'humanité est de réduire la quantité des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Or, l'Iran et l'ensemble des pays exportateurs de pétrole souhaitent rappeler que cette réduction ne signifie pas qu'il y ait nécessairement moins d'émissions. Si les partis acceptaient enfin de s'engager dans des politiques réelles et volontaristes de capture du CO2 émis, il existe pourtant de nombreuses solutions grâce à la géo-ingénierie. Donc le problème est très mal posé. Cette façon de voir constitue une violente agression pour le développement de nos États. Merci, je vais conclure. Oui, mais il va falloir s'il vous plaît. prévoir une compensation financière en dédommagement. Donc l'Iran, au nom de l'OPEP, s'oppose à tout chiffrage de réduction des émissions dans ce texte. Merci, Président. Merci beaucoup, Iran. Écoutez, nous connaissons bien les positions de l'OPEP, mais en effet, cher Iran, vous faites bien de nous les rappeler. Merci. Oui, alors, Union Européenne. Oui, merci, Président. L'Union Européenne propose d'ajouter une virgule entre 4 degrés et 5 degrés afin de mieux dissocier chacune de ces valeurs et chacune mieux les associer au mot
strictement, voilà. Oui, alors merci, merci beaucoup Union Européenne. Alors je rappelle quand même aux délégués, enfin et aux parties présentes, qu'il y a 44 alinéas dans notre préambule et 12 chapitres au total dans notre texte d'accord. Alors, si on pouvait juste en tenir compte dans l'examen de cet alinéa, ça serait quand même formidable. Voilà, merci Chine. Merci, Président. Alors, la Chine s'associe à la position russe sur le pourcentage. Et s'agissant de la virgule, la Chine soutient la position européenne. Merci Chine, oui, États-Unis. Oui, merci Président. Écoutez, un petit peu plus loin dans la phrase, les États-Unis proposent de couper la poire en deux entre l'année 2040 et la fin du siècle et d'adopter la date de 2070. Concernant la virgule, les États-Unis pensent que si ce texte est plus clair avec cette virgule supplémentaire, alors il faut l'ajouter. Et enfin, concernant la mention strictement, les États-Unis pensent que ce mot n'est vraiment pas strictement nécessaire ici. Merci, Président. Merci beaucoup. Alors écoutez, juste s'agissant de la virgule, hein, pour avancer un petit peu, je suggère que nous mettions la virgule entre crochets. Hein. Comme ça, on validera ou pas cette option lors de notre dernière lecture vendredi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Congo. Merci, Président. Le Congo et toute l'Afrique ne s'engageront pas sur une date tant que les pays développés ne se seront pas engagés sur les 150 milliards de fonds verts promis que nous n'avons jamais reçus. Et si un jour vous nous les versez, il faut vraiment réfléchir. Hein. Il faut vraiment réfléchir parce que l'Afrique a beaucoup de dettes. Donc, il va falloir supprimer, annuler toutes les dettes de nos pays, sinon cela ne servira à rien. S'agissant de la virgule, le Congo propose de supprimer soit 4 degrés Celsius, soit 5 degrés Celsius. Comme ça, on n'aura plus besoin de virgule. Oui, merci Congo. Iran? Merci, Président. S'agissant de la virgule, l'Iran n'a pas d'avis tranché sur la question. Merci, Président. Bon, à quoi ça sert de prendre la parole alors si... Pardon, Iran, merci. Oui, merci beaucoup, Iran. Oui, Russie. Eh bien, merci, Monsieur le Président. La Russie accepte la proposition américaine concernant la poire. Et s'agissant de la virgule entre crochets, la Russie pense qu'il ne faut pas rajouter des crochets dans ce texte. Il y a déjà beaucoup trop de crochets. Merci. Oui, merci Russie, mais c'est pas une question. Oui, Brésil. Merci Président. Écoutez, concernant les crochets, le Brésil est d'accord avec la Russie et pense qu'il y a bien trop de crochets dans ce texte. Maintenant, concernant la virgule, le Brésil est tout à fait d'accord avec l'opinion du Congo et pense qu'il y a bien trop de virgules dans ce texte aussi. C'est ce que je dis. Oui, absolument. Maintenant, s'agissant de la poire, le Brésil aimerait avoir des précisions sur ce nouveau programme. Non, mais c'est pas un programme, enfin, c'est pas... Brésil, merci Brésil. Oui, Chine. Oui, merci, Président. La Chine pense que la Russie veut dire que la poire est un fruit. Hein, et que les États-Unis souhaitent que l'on puisse couper ce fruit en deux. Hein, couper la poire en deux. Voilà. J'ai fini, merci, Président. Merci, Chine. Je vous propose une suspension de séance. Malgré les le petit brouillage de son, je crois qu'on a réussi à percevoir et à entendre les dialogues de cet extrait. On n'a pas vu l'arrivée de la poire, mais c'est pas grave. Voilà, mais donc ce spectacle qui est donc le fruit de votre travail et peut-être de la recherche. Alors est-ce que vous voulez un peu revenir sur la façon dont ça s'est pensé, élaboré, la façon dont justement la recherche est intervenue dans cette création et éventuellement avec retour je ne sais pas si c'est mieux comme ça ou avec le micro, comme vous voulez. Avec le micro, c'est peut-être mieux. Oui. En fait, ce spectacle a été créé en 2015. C'est un spectacle que j'ai créé à l'occasion de la COP21 qui était organisée à Paris. Et c'est un spectacle qui mettait en scène donc, les négociations climatiques onusiennes, toute la gouvernance climatique et toute cette diplomatie du climat, en fait. Et pour cela... en bon géographe que je suis allé faire mon terrain, comme disent les géographes, c'est-à-dire que j'ai suivi des COP tout simplement qui étaient préparatoires à cette COP 21 de Paris,
Donc j'ai pas travaillé avec des chercheurs pour ce spectacle, j'ai travaillé avec des experts du climat, des négociateurs en fait, qui font partie de l'équipe française de négociation. Et donc j'ai eu une accréditation du ministère des Affaires étrangères pour intégrer l'équipe française en tant que personne qui avait le droit d'être là et de se taire surtout, et de regarder. Et donc j'ai pu assister à une réunion technique de l'ONU à Bonn, intermédiaire, préparatoire. Et ensuite je suis allé à la COP 20 de Lima, qui était la COP qui était la COP préparatoire de la COP de Paris, de la COP 21. Et donc j'ai rencontré les experts et assisté aux séances plénières et aux réunions techniques aussi qui permettent, sur certains points, moi j'ai suivi essentiellement les forêts par exemple, mais qui sont des réunions très techniques et où parfois, et l'exemple qui a été pris là le montre, où parfois une virgule, c'est à peine exagéré en fait, hein, c'est même presque pas exagéré, une virgule peut être le centre de préoccupation de plusieurs heures de discussion. En fait, c'est des usines de lenteur qui sont liées au fait que les positions au départ sont tellement divergentes même si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut émettre moins de dioxyde de carbone, les négociations sont quand même complexes. Et c'est un peu... c'est cela d'ailleurs l'échec de la gouvernance climatique. En fait, moi, j'ai fait ce spectacle parce que à chaque fois, je pars d'une question, et pour tenter de répondre à cette question, je vais voir ceux qui savent. Donc, c'est comme ça que je rentre en contact avec des laboratoires de recherche ou que je fais des enquêtes sur le terrain. Là, en l'occurrence, ma question de départ, c'était comment se fait-il que depuis le sommet de Rio, le sommet de la Terre de Rio en 92, comment se fait-il, et le lancement des COP en 1995, comment se fait-il que ça fait 20 ans qu'on se réunit pour faire baisser les températures et 20 ans qu'elles augmentent ? Et donc je me disais que forcément, si on se réunit pour faire baisser les températures et qu'à chaque fois elles augmentent, c'est qu'il doit y avoir un problème dans la réunion. Et donc je suis parti de là, je me suis dit, ou alors il faut vite arrêter de se réunir, parce qu'à chaque fois qu'on se réunit, ça augmente, ou alors il y a un problème technique qui fait que dans la réunion, on n'arrive pas à quelque chose. Et donc c'est le début d'une enquête et qui m'emmène sur le terrain à tenter de comprendre quels sont les mécanismes de cet échec permanent, quoi. Voilà. Et il me semble qu'on voit avec l'extrait que vous avez montré là, mais justement, j'avais envie de vous interroger à nouveau là-dessus, comment le travail au plateau, le travail d'écriture du spectacle pouvait vous aider à répondre à ces questions-là. C'est-à-dire comment la création, la mise en scène permettait d'approcher des réponses. Alors je pense en particulier là à un dispositif qui, moi, me semblait très parlant et très frappant, qui était justement alors j'ai oublié son prénom, du Vanuatu, qui apparaît en direct depuis Lille, et ça mettait au jour les différences de perception, on va dire, politico-géographiques, justement. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avancer, justement, dans la réflexion avec le travail au plateau, avec le travail d'écriture ? Là, le plateau, dans Kyoto Forever 2, il est plus de... Ce qui est montré au plateau, c'est le résultat. En fait, c'est là le résultat d'une enquête de terrain, et le plateau va être une espèce de concentré, une immense loupe sur un processus qui est long, qui est sur une semaine. Et là, le plateau va réunir plusieurs des enjeux de la semaine au moment des 2 dernières heures, les fameuses 2 dernières heures de chaque COP qui se finit en général dans la nuit, où il y a une urgence d'aboutir à un texte, à une feuille de route. Donc là, c'était un spectacle en 2015 dont l'action se passe en 2022. Et qui était où on pariait que la COP, parce que j'ai réalisé ce spectacle avant qu'il y ait la COP 21 de Paris, et où on pariait qu'il y aurait un accord et que les températures continueraient d'augmenter. Et donc ils se réunissaient à nouveau en 2022 parce que la situation était catastrophique et que l'accord de Paris n'avait pas pu donner de résultat. Et ils partaient sur une mauvaise température, enfin une température, ils étaient sur une augmentation de la température du globe de 3,5 degrés, qui était catastrophique il y a seulement 4 ans. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, cet été, on annonçait plus 7 degrés dans une étude française pour 2100. Donc voilà, le théâtre, là, il permet plus
dans ce spectacle-là, qui est très différent de ce que je fais normalement, habituellement, dans ce spectacle-là, il permet plus de montrer quels sont les blocages d'une négociation. Voilà, avec des grands ensembles géographiques que sont l'Europe, l'Afrique, les pays producteurs de pétrole, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, la Chine. Les enjeux ne sont pas les mêmes, évidemment. Est-ce que, Benjamin Sultan, vous vouliez réagir ou poser une question à partir justement de... Vous travaillez aussi sur les questions de négociation en voyant cet extrait. Est-ce que ça vous suggère une question ou une réaction ? Ouais, je veux bien. Effectivement, par l'extrait que je viens de voir, en fait, c'est extrêmement réaliste. En fait, c'est à peine joué, quoi. C'est tout à fait ça. Moi, j'étais à Madrid la semaine dernière. J'étais aussi aux différentes COP, à COP 21, à différentes réunions, à COP 24. Et en fait, tout est. On voit vraiment ces enjeux de pouvoir entre les différents pays, qui est un peu une sorte de géographie du pétrole, hein. Des alliances improbables entre des pays qui, ça va être comme la Pologne, comme le Brésil, comme le Venezuela, des différents pays qui s'allient ensemble pour faire ralentir complètement les négociations. Et on peut passer effectivement des heures et des heures sur une petite virgule, mais après parfois la virgule elle peut être vraiment importante en fait dans le texte et changer un peu le sens, et ensuite les décisions qui peuvent être prises vis-à-vis de ça. On peut rajouter quelque chose qui est peut-être ou probablement, et qui fait qu'en fait les négociateurs, ils ont les différentes négociations, elles essayent un peu de dénuer de sens en fait tout le texte qui est déjà produit à la base. En fait, on a l'impression que leur travail, c'est juste de pilonner un texte qui a été produit par les scientifiques, qui est extrêmement clair, avec des preuves scientifiques, avec des mesures pratiques, des solutions qu'on connaît. Et les négociateurs, les différents pays, eux, pendant des heures et des heures, ils vont essayer en fait de complètement dénaturer ce texte et de faire en sorte qu'il soit complètement incompréhensible et que personne ne puisse se l'approprier à la fin, quoi. Donc je voulais vous féliciter parce que je trouvais que c'était vraiment, c'est tout à fait ça, quoi. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une anecdote, c'est que quand j'étais au groupe de réunion technique à Bonn, le patron de l'équipe française à cette époque-là, c'était Brice Lalonde. Et au sortir, et moi j'étais donc invité comme ça, et au sortir d'une réunion technique qui rassemblait tous les représentants européens, c'est une réunion technique à 50 autour de la table, avant d'aller dans les réunions internationales globales. Il y a d'abord la France qui se réunit très tôt le matin à 7h30, et à 8h il y a la réunion technique européenne. Et donc j'étais dans la réunion technique européenne, et au sortir de la réunion, où j'avais à peu près rien compris de ce qui s'était passé, enfin pas grand-chose, parce que vraiment c'était sur des points très techniques, Brice Lalonde vient me voir, il savait que j'étais invité, que j'avais une carte blanche, etc. Et il me dit, j'ai entendu parler qu'il y avait un artiste là parmi, et vous comprenez ce qu'on fait ? Et je lui dis, alors là pour le coup, je comprends des fois, mais là je n'ai absolument rien compris ce matin. Et il me regarde, il me fait, ouais, c'est bien le problème, hein, parce que moi non plus, j'ai rien compris. D'accord. Donc on a besoin de comprendre. En effet, merci pour cette anecdote aussi tout à fait éclairante. On voit comment la mise en récit peut être aussi une voie de la recherche. Alors, je vois en effet que l'heure avance et qu'il faut laisser du temps pour la discussion avec la salle. Benjamin Sultan avait aussi un extrait à montrer qui était... on va le voir, mais une façon de penser avec le théâtre, ou de continuer de trouver des nouveaux formats de recherche avec le théâtre. Peut-être qu'on peut le montrer maintenant. L'agriculture en Afrique de l'Ouest doit s'adapter afin de faire face à des enjeux majeurs liés au réchauffement climatique. Mais quelle trajectoire d'adaptation choisir pour répondre au mieux à la pluralité des enjeux ? Quelles incertitudes sur le climat du futur ? Comment concilier les intérêts parfois divergents des divers acteurs impliqués ? Comment imaginer et réaliser les stratégies d'atténuation et d'adaptation nécessaires ? Face à ces questions, et afin d'identifier les responsabilités partagées, AMA 2050 a développé en collaboration avec la troupe de théâtre Kadouyarar une pièce de théâtre-forum qui explore les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre d'options d'adaptation pour l'agriculture de demain. La pièce confronte les expériences, les agendas et les ambitions parfois contradictoires des acteurs engagés dans l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Bailleurs, scientifiques, élus locaux et agriculteurs.
J'avais un grand champ, ici dans ce village. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas préparé au changement climatique? Pour les pluies, il y aura beaucoup plus d'incertitudes, de variabilité. C'est-à-dire? Bon, je ne sais pas. Mais je le trouve très intéressant. Il faut faire de l'innovation technologique pour produire plus. Je peux vous financer 5 ans de recherche. Je te propose de mettre des fermes expérimentales dans mon village. Et ça fera aussi des emplois. Je ne suis pas totalement convaincu, mais je suis prêt pour participer au projet. Traoré, c'est toi le cultivateur, non? Réponds, c'est toi qui parles. C'est moi qui dois répondre. Ou bien c'est lui, c'est lui qui doit répondre. Qui? Toi. N'est-ce pas que c'est toi qui avais la dernière décision? C'est toi. C'est toi. Est-ce qu'il a bien agi? Il ne savait pas. Celui-là, c'est qui? Il aurait dû utiliser des mots plus simples pour que tout le monde puisse comprendre. Les mots, c'est les mots. Le soleil, c'est le soleil. Il va sous le soleil. Pourquoi sous le soleil? Déjà parce que lui, il a seulement regardé l'argent. Il a même pas cherché à savoir si les gens vivaient bien ou pas. Maintenant, quelqu'un ou quelqu'un qui pourrait venir pour défendre celui-là. Maintenant, elle s'appelle Traoré. Tu sais, c'est 4 fois plus que Moi, j'ai mon choix complet. Alors j'ai envie de vous passer la parole tout de suite, justement, pour que vous nous expliquiez. On voit bien qu'il y a une fonction de diffusion, ou peut-être de vulgarisation de certains aspects de votre recherche, mais quand on a discuté un petit peu plus tôt tout à l'heure, manifestement, vous disiez aussi que ça vous avait permis d'avancer dans la compréhension, justement, des questions de négociation, d'anticipation, etc. Donc, Voilà, ça, je voulais présenter ça aujourd'hui, justement, parce que je trouvais que c'était vraiment un exemple de lien entre la recherche et le monde artistique, parce que c'était en fait ce qu'on appelle plutôt de l'expérimentation collective. C'est-à-dire que moi, je suis modélisateur, je travaille sur des simulations climatiques, je fais des expériences en regardant différentes stratégies d'adaptation, qu'est-ce qui marche mieux sur mon ordinateur, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'adapter mieux, quelles sont les variétés, les pratiques les plus résilientes au réchauffement climatique. Ça, c'est des choses qu'on peut expérimenter de manière numérique. Mais en fait, sur le terrain, la réalité est beaucoup plus complexe. Il y a une pluralité d'enjeux, différents acteurs, des conflits entre les acteurs. Il y a des options d'adaptation qui vont être bénéfiques pour un acteur et négatives plutôt pour l'autre. Et il y a des perceptions aussi vis-à-vis du changement climatique, des réactions qui vont être différentes selon les acteurs. Et là, l'exemple que je montre, c'est un exemple de théâtre forum qui est utilisé pour illustrer un petit peu ces conflits, les différentes tensions, et qui a été réalisé par un collectif de chercheurs de l'IRD, du CIRAD, et d'une troupe de théâtre à l'Agropolis à Montpellier, en lien avec des partenaires sénégalais, pour essayer de faire une sorte de pièce de science-fiction. En fait, la pièce se passe en 2050, le changement climatique est déjà là, le Sahel a été complètement bouleversé, c'est quasiment un désert. Et il y a un journaliste dans la pièce qui essaye, donc c'est un des acteurs, qui essaye de comprendre, en 2018, en 2020, on savait, et pourquoi on n'a rien fait, qui est responsable par rapport à ça, et donc où étaient les problèmes? Est-ce que c'était les chercheurs qui ont mal communiqué leur information? Est-ce que c'était les bailleurs en fait, qui ont financé des options d'adaptation qui n'avaient rien à voir avec ce qui pourrait se faire localement, ou sans discuter avec ce qui se passe à l'échelle locale? Est-ce que c'est les agriculteurs? Est-ce que c'est les paysans? Et donc, là, le théâtre forum, ça se fait en plusieurs phases. Il y a une première phase où on joue la pièce, donc le scénario. Une deuxième phase où
il y a un modérateur qui demande en fait dans la salle leur perception vis-à-vis de la pièce. Donc, est-ce qu'il y a un bon acteur, un mauvais acteur, qui est le méchant en fait de la pièce, qui est le gentil. Donc, essayer de trouver en fait et de proposer. Est-ce que vous avez des solutions pour améliorer résoudre le conflit. Et à ce moment-là, la troisième phase, c'est ils invitent le public qui ont proposé des solutions à les jouer, donc à rejouer la pièce avec des nouveaux acteurs qui sont issus du public, avec d'autres solutions, donc en changeant un peu les options d'adaptation, en changeant les financements, en changeant les rôles. Et du coup, on teste la solution tout de suite, en fait. Et donc, les spectateurs qui ont proposé une solution, ils s'aperçoivent en rejouant la pièce que ça peut marcher ou que ça peut ne pas marcher. Et donc, en ce sens, et ensuite, on redemande au public si c'est mieux comme ça. Et en ce sens, c'est une sorte d'expérimentation collective qui est très proche de la modélisation. Et qu'on couple d'ailleurs souvent avec de la modélisation participative ou de la modélisation multi-agent. Je ne sais pas si c'est le genre de choses que vous connaissez. Ou...